Bonjour à tous. Je voudrais qu'on reprenne ensemble sur cette dernière question que nous avons abordée, qui est une question très importante en pratique et puis qui revient assez fréquemment dans les différents exercices, notamment la question du contrat d'adhésion et la définition qui avait été donnée et qui est désormais donnée à l'article 1110, alinéa 2 du Code civil. L'interrogation concerne surtout un certain nombre de contrats et on m'avait posé une question et donc je vais partager la réponse avec vous. On s'était demandé si désormais il y avait une similitude, en tout cas une synonymie entre conditions générales et ensemble de clauses. Non, désormais le véritable critère pour déterminer un contrat d'adhésion, c'est l'existence d'un ensemble de clauses non négociables. Donc, à partir du moment où vous avez un ensemble de clauses non négociables, on avait bien vu la difficulté d'interprétation de ce vocable. Est-ce que c'est deux clauses? Est-ce que ce sont deux clauses? Est-ce qu'il faut éventuellement une homogénéité de ces clauses? Est-ce qu'elles peuvent porter sur des objets différents? Tout cela suppose une interprétation aujourd'hui. En revanche, vous n'avez plus besoin d'identifier des conditions générales pour pouvoir avoir un contrat d'adhésion. On peut donc avoir un contrat d'adhésion sans conditions générales et dans lequel il y a un ensemble de clauses non négociables. Lorsque vous avez un contrat dans lequel il y a des conditions générales, il est vrai qu'assez fréquemment, on retrouvera dans ces contrats avec des conditions générales un ensemble de clauses non négociables. Mais vous voyez, ce n'est qu'un indice, un élément, mais le véritable critère et point d'ancrage de votre raisonnement, c'est identifier un ensemble de clauses non négociables. Alors, ce que j'avais évoqué avec vous la dernière fois, c'était des hypothèses dans lesquelles il y avait des interrogations et j'étais allé un peu vite sur la fin, notamment, par exemple, sur le pacte extra-statutaire. Vous savez, quand il y a cession de droits sociaux, très souvent, lorsque vous devenez titulaire de ces actions ou de ces parts, vous allez être soumis à un ensemble d'obligations, de clauses figurant dans un pacte extra-statutaire. Est-ce qu'on peut considérer que lorsque vous allez acquérir des actions ou des parts et qu'on vous impose finalement l'ensemble de ces clauses figurant dans un pacte extra-statutaire, est-ce qu'on est dans l'hypothèse d'un contrat d'adhésion ? Alors, certains le pensent, et il est vrai que pour l'instant, il s'agit d'interprétation, mais certains pensent qu'on a bien ici, finalement, un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties, même si elle ne les a pas elle-même rédigées. Peut-être qu'elle est partie, ou elle a été partie et qu'elle a négocié ces pactes, hein, mais dans l'hypothèse où elle ne serait pas partie, qu'elle ne les aurait pas négociés, eh bien, de toute manière, c'est bien déterminé à l'avance par l'une des parties, puisque quand vous allez acquérir les droits sociaux, vous allez vous voir imposer cet ensemble de clauses. Alors néanmoins, c'est vrai que au début des travaux préparatoires sur la loi de ratification, on avait clairement dit, les sénateurs avaient clairement dit, notre définition du contrat d'adhésion n'est pas compatible avec l'intégration des pactes extra-statutaires qui sont donc exclus. Et il est vrai qu'au début du débat sur la loi de ratification, il y avait une telle exclusion. Sauf que à la fin des travaux préparatoires, la définition qui a été retenue du contrat d'adhésion n'avait plus rien à voir. Et donc, tout ce qui avait pu être dit au départ au regard d'une définition plus restrictive du contrat d'adhésion pour justifier l'exclusion des pactes extra-statutaires, à la fin des débats parlementaires, eh bien la définition n'étant plus la même, le gouvernement ayant opté notamment et la commission mixte paritaire notamment pour une définition plus large du contrat d'adhésion, eh bien cette exclusion qui avait été évoquée au départ n'est plus valable à la fin des débats. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement soutenir pour faire échapper les pactes extra-statutaires à la qualification de contrat d'adhésion? Une proposition avait été faite par un collègue très pertinente qui consiste à dire que, en réalité, dans l'hypothèse d'un pacte extra-statutaire, nous ne sommes pas dans l'hypothèse d'un contrat d'adhésion, mais plutôt d'une cession de contrat. Puisque, en se portant acquéreur des parts ou des actions, on vient se substituer, pour ce qui est du pacte extra-statutaire, se substituer au cédant. Il y a donc une substitution d'une partie à une autre, et on est plus dans cette hypothèse-là, dans le cas d'une cession de contrat, et non pas d'un contrat d'adhésion en tant que tel, et cela permettrait d'échapper à la qualification de clause abusive. Ça tient la route, sauf que c'est une manière très intellectuelle de voir les choses. On peut, de manière beaucoup plus terre à terre, considérer que vous avez un bloc qui est le pacte extra-statutaire, que mon contrat, eh bien, c'est le contrat par lequel je vais acquérir les parts ou actions, et finalement, c'est ce contrat-là qui se présente comme un contrat d'adhésion, puisque vous avez un ensemble de clauses auxquelles ce contrat est inextricablement lié,
et qui vont être imposées par l'une des parties, puisqu'elle est déterminée, c'est déterminé à l'avance par l'une des parties. Alors je ne dis pas que l'analyse de mon collègue est fausse, je ne dis pas que la mienne est exacte, simplement il y a matière à interprétation, matière à discussion, et tout l'intérêt dans un cas pratique ou dans la vraie vie, eh bien c'est de faire valoir les arguments les plus pertinents pour essayer de convaincre le magistrat. Et les mêmes interrogations vont se poser à propos d'actes collectifs, tels que le règlement de copropriété. Lorsque je vais me porter acquéreur d'un lot de copropriété, eh bien, je vais me soumettre à un ensemble de clauses figurant au sein du règlement de copropriété. Est-ce qu'on est dans cette hypothèse en présence d'un contrat d'adhésion? On a deux manières là aussi de voir les choses. On pourrait parfaitement dire qu'il n'y a pas dans un ensemble de clauses déterminées à l'avance par l'une des parties, puisque la convention prend plus la forme d'une réglementation privée. Et donc, là, on a un cas de figure qui serait différent, comme un règlement intérieur dans un groupe d'intérêt économique. Et donc, on pourrait essayer de défendre cette idée qu'il n'y a pas de détermination au sens de l'article 1110 alinéa 2, et puis on pourrait aussi avancer les arguments qui ont été avancés pour les pactes extrastatutaires et considérer qu'il y a plus une substitution de personnes d'une partie à une autre, et donc nous serions plus dans une cession de contrat que dans un contrat d'adhésion. Bon, en tout cas, vous voyez, ce sont des hypothèses qui ne sont pas fixées pour l'instant et sur lesquelles il y a un certain nombre de discussions. Alors à propos justement de ces contrats d'adhésion, si on a pris le temps de le définir, c'est parce que c'est la première étape que vous devez franchir avant de passer à la seconde, qui consiste à savoir s'il y a une clause abusive au sens de l'article 1171 du Code civil. Alors cet article 1171, alinéa 1 et alinéa 2, est beaucoup plus sec que l'article L212.1 du Code de la consommation, dans lequel on nous précise de quelle manière il faut apprécier le caractère abusif d'une clause. On nous précise également les initiatives que peuvent prendre les associations pour demander la suppression de ces clauses. Donc on a toute une série de détails qui ne figurent pas au sein de l'article 1171 du Code civil, mais qui pourront être utilisés. Les travaux préparatoires l'ont confirmé, aussi bien de l'ordonnance que pour ce qui est du rapport remis sur l'ordonnance et les travaux préparatoires par la loi de ratification. Il a bien été précisé qu'on pouvait s'inspirer de l'existant, et notamment de la jurisprudence et des textes qui existent en droit de la consommation et en droit commercial. Donc, pas de difficulté pour apprécier le caractère abusif, si ce n'est qu'on a, comme l'article L212.1, un alinéa 2 à l'article 1171 qui exclut toute possibilité de qualifier d'abusive une clause qui aurait pour objet la prestation principale ou l'adéquation du prix ou la rémunération au bien ou à la prestation, sauf, nous dit le droit à la consommation, lorsque la clause n'est pas lisible et compréhensible. Mais je pense qu'à terme, on aura probablement le même type de raisonnement pour l'article 1171, c'est-à-dire que l'alinéa 2 nous empêche de qualifier une telle clause abusive, sauf si elle est mal rédigée. Dans ce cas-là, probablement, mais ce n'est pas une certitude, les juges pourraient raisonner par analogie et considérer qu'elle retombe dans le domaine d'application de l'article 1171. Cet article 1171, en réalité, montre bien qu'il n'y a pas eu en tout cas de victoire pour ceux qui défendaient la justice contractuelle, parce qu'en réalité, le contrat d'adhésion, certes, a une définition plus large qu'auparavant, simplement, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, puisque l'article 1171 du Code civil précise que dans les contrats d'adhésion, les clauses non négociables, ayant pour objet et pour effet de créer un déséquilibre significatif, déterminé à l'avance par une des parties et qui crée un déséquilibre significatif, sont réputées non écrites. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'à partir du 1er octobre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi de ratification, eh bien, on considérera que seules, à l'intérieur d'un contrat d'adhésion, seules les clauses non négociables pourraient éventuellement être déclarées abusives. Et c'est beaucoup plus restrictif qu'auparavant, puisqu'auparavant, on considérait qu'à partir du moment où la qualification de contrat d'adhésion était admise, eh bien, toutes les clauses du contrat d'adhésion, y compris celles qui étaient négociables ou qui avaient été négociées, pouvaient éventuellement être qualifiées d'abusives. Ce qui signifie aujourd'hui qu'on peut avoir un contrat d'adhésion dans lequel il y a des clauses négociables, que ces clauses sont exorbitantes, créent un déséquilibre significatif, mais qu'on ne pourra pas en obtenir la sanction sur le fondement de l'article 1171, puisque cet article considère que seules les clauses non négociables à l'intérieur du contrat d'adhésion pourront faire l'objet de la qualification de clause abusive. Et ça, c'est en tout cas dommage pour la justice contractuelle. C'est quelque chose qui aurait pu éventuellement être évité. Il y a eu des débats dans le cadre des travaux préparatoires, mais finalement, c'est cette conception restrictive qui l'a emporté. Ce qui supposera, vous verrez, bien d'aller voir autre part.
pour la sanction éventuellement de ces clauses excessives, et j'y reviendrai tout à l'heure, peut-être au moyen de l'article 1170 du Code civil. Dernière question dans le cadre de l'article 1171, qui est de savoir dans quelle mesure celui-ci peut s'articuler avec l'article L212.1 du Code de la consommation et L442.6 autrefois, L442.1 aujourd'hui du Code de commerce, le premier prévoyant les clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs ou non professionnels, le deuxième s'appliquant dans les contrats commerciaux, un certain nombre de contrats commerciaux, le champ d'application est beaucoup plus restreint. Alors, d'abord, il faut comprendre que, en principe, cette règle est posée au sein de l'article 1105, qu'il suffit d'appliquer pour pouvoir comprendre de quelle manière on va articuler le droit commun des contrats et les règles spéciales. Sauf que l'article 1105 du Code civil a été très mal rédigé et il ne faut pas s'attacher aux mots, mais à l'esprit de cet article 1105. Et lorsqu'on lit le rapport qui a été remis à propos de l'ordonnance du 10 février 2016, eh bien les rédacteurs nous expliquent qu'en réalité, au sein de l'article 1105 du Code civil, ils n'ont pas du tout voulu modifier la jurisprudence, ils ont voulu consacrer la jurisprudence. Il faut donc revenir à ce que disait la jurisprudence antérieure pour comprendre les mots qui ont été utilisés au sein de l'article 1105. Et auparavant, la jurisprudence n'a jamais appliqué l'adage de manière dogmatique et brutale, l'adage selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, puisque le simple fait qu'il existe une règle spéciale ne suffit pas pour évincer, pour exclure une règle générale, une règle de droit commun. En revanche, il y a deux étapes qui ont été régulièrement rappelées par la doctrine afin de savoir si on va pouvoir exclure la règle générale au profit de la règle spéciale. Première chose qu'il faut vérifier, c'est vérifier si les deux règles en conflit, en tout cas potentiellement en conflit, est-ce que ces deux règles poursuivent une même finalité ? Parce que si elles poursuivent une même finalité, effectivement, il va falloir faire prévaloir la règle spéciale sur la règle générale. En revanche, si elles poursuivent une finalité différente, dans ce cas-là, on peut parfaitement envisager la combinaison de ces deux dispositions. Deuxième chose à vérifier, et là l'élément est déterminant, c'est est-ce qu'elles sont compatibles ? Est-ce que ces règles peuvent se cumuler, se compléter ? Et on verra à travers, par exemple, des sanctions différentes. Lorsque les sanctions sont différentes, eh bien, on peut comprendre que on choisisse un fondement plutôt qu'un autre. Alors sur ce point, si je prends l'article 212.1 du Code de la consommation, je pense que c'est un faux débat, puisque l'article 212.1 du Code de la consommation a un champ d'application qui est restreint, avec un régime juridique très précis et beaucoup plus avantageux pour un consommateur ou un non professionnel. Et donc, je crois que c'est une hypothèse d'école qui n'a pas un grand intérêt. En revanche, la question se pose avec beaucoup plus de pertinence, et sur ce point, les auteurs sont partagés, de savoir si 1171, eh bien, sera évincé dans l'hypothèse où on sera dans le champ d'application de l'article L442.1. On se rappelle que dans l'article L442.1, autrefois, en tout cas, il fallait qu'il y ait des partenaires commerciaux, c'est-à-dire il fallait que le contrat concerné s'inscrive dans la durée. Et cette exigence d'un contrat qui s'inscrit dans la durée, où il fallait établir une relation d'affaires antérieure, eh bien, a disparu avec l'ordonnance de 2019 et le nouvel article L442.1, et notamment ce qui a été modifié par cette ordonnance de 2019, vous allez comprendre pourquoi je commence par là, c'est la sanction, puisqu'auparavant, la sanction était une responsabilité dans l'hypothèse où on avait dans ce type de contrat des clauses abusives, et la nullité ne pouvait être demandée que par le ministère public ou ministère de l'économie dans certaines hypothèses. En revanche, la partie au contrat ne pouvait pas demander cette nullité, sauf quelques décisions isolées, mais depuis un arrêt de la Cour d'appel de Paris, il était très clair que cette nullité était réservée aux acteurs directement visés par la loi. Et puis, l'article 442.1 eh bien, est apparu, et cet article 442.1 nouveau du Code de commerce nous précise que cette nullité peut désormais être demandée par la personne qui a été victime de cette clause abusive. Alors, néanmoins, la sanction est la nullité au sens strict et non pas la clause réputée non écrite. Et vous verrez que c'est peut-être un détail important. Donc, si je reprends, et je ne rentrerai pas dans le détail du champ d'application de l'article 442.1, qui suppose une tentative de soumission ou une soumission, ce qui ressemble quand même assez étrangement à un contrat d'adhésion dans lequel il y a un ensemble de clauses non négociables, même si là on voit que la notion est peut-être probablement un peu plus restrictive. Mais ce qui m'intéresse surtout,
c'est de voir d'abord au regard de la finalité si l'article 1171 et 442.1 poursuivent la même finalité, et puis ensuite de voir s'il y a véritablement incompatibilité. Alors, il est certain que ces deux articles ne poursuivent pas la même finalité. Et la jurisprudence avait eu l'occasion de le dire à l'aune de l'article 442.6, mais même si le texte a été modifié pour devenir l'article 442.1, l'esprit reste exactement le même. Dans le cadre de l'article 1171, il s'agit de lutter contre des cas de déséquilibre excessif au sein d'un contrat. Au nom de la justice contractuelle, on protège avant tout un intérêt particulier parce que l'une des parties a éventuellement abusé de sa situation pour imposer des clauses exorbitantes. Dans l'hypothèse, en revanche, de 442.6, et la jurisprudence, et notamment la Cour de cassation, a eu l'occasion de le préciser, cette disposition, comme l'ensemble des dispositions de 442.6, poursuivent un but d'intérêt général, qui est de garantir la loyauté, l'intégrité du marché, et donc on a une vision plus macro-juridique, là où 1171 aborde la question de manière micro-juridique. Et donc la finalité n'est pas la même. Ça ne veut pas dire qu'elle s'oppose, mais disons que la finalité poursuivie par ces deux articles n'est pas la même. C'est déjà un premier élément qui permet de considérer que l'adage selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale n'est peut-être pas applicable de manière aussi évidente que certains auteurs le soutiennent. Et puis ensuite, quand on regarde bien, il y a effectivement un champ d'application à la fois plus restreint de l'article 442.6 devenu 442.1 parce que ça ne concerne que certains types de contrats commerciaux, parce qu'il faut une soumission, une tentative de soumission, mais en même temps, il y a un champ d'application un tout petit peu plus large parce que on peut qualifier de clause abusive dans le cadre de 442.1 une clause qui porte sur la prestation ou l'adéquation du prix, et cela a été confirmé par la Cour de cassation malgré tous les recours qui ont été exercés en sollicitant des droits fondamentaux. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Une clause relative au prix peut être déclarée abusive dans le cadre de 442.1, 442.6 autrefois, ce qui n'est pas possible dans le cadre de 1171, à moins d'appliquer la jurisprudence applicable en droit à la consommation, dès lors que la clause est illisible ou incompréhensible. Donc on voit que le champ d'application est tout de même plus restreint, mais en même temps plus large du côté de 442.1. Et puis surtout, la sanction n'est pas la même. Lorsque vous êtes dans l'hypothèse de l'article 442.1, la nullité peut désormais être obtenue et demandée par l'une des parties, mais la nullité n'est pas le réputé non écrit. Et on l'avait déjà vu ensemble, les deux sanctions sont différentes. Dans la nullité, il y a une prescriptibilité qui n'existe pas dans la clause réputée non écrite, qui est par définition une forme d'inexistence, donc imprescriptible. Et puis également, dans le cadre de la nullité, si l'une des parties avait fait de cette clause un élément essentiel et déterminant, c'est tout le contrat qui doit être annulé et pas simplement la clause. Et je pense que ça ne change rien au fait qu'on ait prévu la nullité dans l'article 442.1. Cette règle continue de s'appliquer, c'est une forme de nullité partielle, alors que dans le réputé non écrit, la question ne se pose pas, la seule limite étant bien entendu que le contrat ne devienne pas une coquille vide. Et puis, dernier détail, 442.1 ne peut être traité que par certaines juridictions, tribunaux de commerce, puis tribunaux de commerce et cours d'appel de Paris, alors que 1171 laisse plus de liberté. Et on voit bien ici en pratique l'intérêt de pouvoir choisir l'un ou l'autre. Si vous êtes devant un tribunal de commerce et que ce tribunal de commerce ne fait pas partie de la liste compétente pour statuer sur 442.1, même si ce n'est pas la compétence au sens strict, dans ce cas-là, il suffit de soulever 442.1 et ainsi d'échapper à sa compétence. Mais en même temps, si vous voulez absolument être devant ce tribunal de commerce parce qu'il fait partie de votre région, vous avez tout intérêt à ce que l'affaire soit traitée par cette juridiction commerciale, mais vous avez en même temps envie d'invoquer le caractère abusif de la clause, eh bien, on sent bien l'intérêt qu'il y aurait ici à invoquer l'article 1171 du Code civil devant cette juridiction commerciale, plutôt que l'article 442.1 aujourd'hui, qui obligerait à délocaliser l'affaire, ce qui n'est pas toujours une bonne chose, pas toujours une bonne stratégie dans des affaires sensibles où les questions locales pourraient davantage être prises en considération par la juridiction commerciale compétente. Donc, on voit l'intérêt de pouvoir choisir l'un ou l'autre. Je pense que, a priori, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser que ces deux dispositions sont incompatibles. Il n'y a aucune raison d'appliquer l'adage « la règle spéciale déroge à la règle générale », ne serait-ce que parce que la finalité de ces deux règles n'est pas la même, avec des conditions différentes, des sanctions différentes, et à mon sens, on peut parfaitement envisager leur cumul. Alors néanmoins, dans l'hypothèse où, on le sait, 1171 ne serait pas applicable, puisque vous l'avez bien compris, il y a
le contrat d'abonnement avec les opérateurs, oui, on est dans un contrat d'adhésion. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je réponds à votre question, Badia. C'est même l'exemple typique du contrat dans lequel vous avez des clauses exorbitantes qui ont été sanctionnées assez facilement dans l'hypothèse des contrats de consommation, mais dans les rapports entre professionnels, notamment avec les professions libérales, que ce soit les notaires ou les avocats, vous avez des contrats d'abonnement dans lesquels il y a des clauses exorbitantes et qui, eux, désormais, pourront être sanctionnés au fondement de l'article 171 du Code civil sans aucun doute. Dès lors que ces contrats ne rentrent pas dans 442.1, 442.6, puisque ce ne sont pas des contrats commerciaux en tant que tels, même si ce sont des contrats entre professionnels. Alors justement, je voudrais évoquer un dernier point, c'est que si vous êtes dans l'hypothèse d'une clause qui vous semble excessive, mais qui en même temps a peut-être fait l'objet d'une négociation, donc qui n'est pas non négociable, que vous n'êtes pas éventuellement même dans un contrat d'adhésion, ce qui rend là encore impossible l'application de l'article 171, vous devez avoir le réflexe qui consiste à dire, si je ne peux pas appliquer 171, je vais tenter d'appliquer 170. 170 vous dit la chose suivante. Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle est réputée non écrite. L'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Alors, c'est une formule très générale qui est très inspirée de la jurisprudence Chronopost. Vous avez tous entendu parler, si vous avez fait le droit des contrats, de la jurisprudence Chronopost. Rappelez-vous de cette clause dans le contrat qui précisait que si finalement le courrier n'arrivait pas dans les 48 heures, comme le prévoyait le contrat, et ce qui justifiait d'ailleurs que vous payiez beaucoup plus cher que par le biais d'un service tel que la Poste, eh bien, Chronopost disait, je m'engage à vous rembourser le prix de la prestation. Ce qui, dans une affaire qui avait donné lieu à l'arrêt Chronopost, du 22 octobre 96, était assez scandaleux puisqu'il s'agissait de 2 courriers pour participer à un appel d'offres que cette société d'architectes avait de grandes chances de remporter. Finalement, les courriers ne sont jamais arrivés dans les 48 heures et il y a un contrat de plusieurs millions de francs à l'époque qui a été perdu et Chronopost dit je vous rembourse les 2 plis, 2 fois 110 francs, soit 220 francs et cela devrait répondre en tout cas à vos engagements, à mes engagements contractuels. C'était une clause qu'elle qualifiait de limitative, mais vous le voyez au regard de la modicité, du caractère dérisoire de ce qui était indemnisé, c'était plutôt une clause de non-responsabilité, et la Cour de cassation a considéré que cette clause qui contredit la portée de l'engagement, eh bien, devait être réputée non écrite, avec un visa qui était 1131 de l'époque, c'est-à-dire le fondement de la cause, et c'est de cette manière qu'on pouvait supprimer ces clauses qui venaient vider le contrat de sa substance, qui faisaient du contrat une coquille vide, qui n'avait plus le moindre intérêt, et on le voit bien, c'était s'engager sans s'engager, de dire que vous allez payer plus cher pour que je puisse, parce que je vais faire preuve d'une certaine célérité, mais en même temps, si je fais pas mon job, je vous rembourserai. Donc, s'engager sans s'engager, ça suffisait à résumer le contrat qui était proposé par Chronopost. Alors maintenant, il faut savoir que ce n'est plus la cause qui serait le fondement de cette suppression, ce serait l'article 170. Si vous êtes dans une hypothèse de ce type, eh bien, il faut vérifier si la clause limitative ne crée pas finalement ne porte pas atteinte au noyau dur, à l'obligation essentielle, ne vient pas vider le contrat de toute substance, n'a pas pour conséquence finalement de permettre à une personne de s'engager sans s'engager, et à partir de là, effectivement, elle sera réputée non écrite au fondement de l'article 170 du Code civil. Vous voyez comment survit finalement l'esprit de la cause, même si la cause a disparu du corps du Code civil, puisque cette notion avait été jugée trop complexe, trop subtile, ce qui est totalement faux, mais bon, peu importe, c'en est ainsi, et on pourra utiliser, en tout cas, dans les hypothèses de ce type, l'article 170 du Code civil. Mais il ne faut pas oublier que quand vous prenez l'article 170, il va beaucoup plus loin. Il ne dit pas la clause limitative ou les clauses exonératoires, il dit toute clause. Ce qui veut dire désormais que par le biais de l'article 170, si on arrive à faire preuve d'imagination, dans un cas pratique ou en tant que praticien, vous allez pouvoir utiliser l'article 170 pour supprimer un certain nombre de clauses, pas simplement des clauses limitatives, qui viennent vider le contrat de sa substance. Je vous donne quelques exemples. Auparavant, vous allez voir, ce sont des exemples où la cause était parfois formellement invoquée ou sous-entendue. Vous avez des compagnies d'assurance qui, par exemple, s'engagent à couvrir un sous-traitant et vont limiter dans le temps la durée de cette garantie. Alors que le sous-traitant est potentiellement responsable pendant 10 ans, la compagnie d'assurance va dire « oui, mais moi je le garantis, mais uniquement pendant 5 ans ». Et bien là, on a considéré justement que c'était porter atteinte à l'obligation essentielle de l'assureur qui devait, lorsqu'il prend en charge, lorsqu'il garantit
d'éventuels dommages causés par le sous-traitant, eh bien, doit garantir pendant toute la période théorique de responsabilité du sous-traitant. Et on a considéré qu'une clause qui venait réduire la durée de garantie, eh bien, portait atteinte à la substance même de l'obligation. Eh bien, ce qui était autrefois fondé implicitement ou expressément selon les arrêts sur le fondement de la cause, eh bien, ce type de clause, demain, il faudra les sanctionner au fondement de l'article 170 du Code civil. Prenons un autre exemple. Si vous avez une clause probatoire qui est rédigée de telle sorte que les modes de preuve qui sont en tout cas prévus par les parties rendent quasiment impossible la preuve ou très difficile la preuve d'une inexécution du co-contractant, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, cette clause probatoire qui rend, dans les faits, impossible la preuve d'une inexécution et donc impossible une action contre celui qui n'a pas respecté ses obligations, vous pourriez demain, au fondement de l'article 170 du Code civil, plutôt qu'aller chercher l'article 6, paragraphe 1 sur le procès équitable et l'accès au juge, comme ça a pu être le cas dans certaines affaires en la matière, eh bien, utiliser l'article 170 du Code civil pour considérer que cette clause probatoire rend trop difficile, voire impossible, la preuve de l'inexécution au regard des modes d'épreuve qui ont été convenus dans l'acte, et de cette manière, vous pourriez l'écarter au fondement de l'article 170, cette clause pourrait être réputée non écrite. Prenons un autre exemple. Imaginez un ensemble contractuel avec une clause qui rend les contrats divisibles, ce qui permet de faire obstacle à ce qu'on verra plus tard, l'anéantissement en cascade des contrats, la disparition d'un contrat qui prive de tout intérêt à un autre contrat, normalement devrait entraîner l'anéantissement en cascade du deuxième contrat. Mais si vous avez une clause de divisibilité, vous allez avoir la disparition d'un premier contrat, l'autre contrat qui est pourtant devenu une coquille vide puisqu'il n'a plus de raison d'être en raison de la disparition du premier, eh bien l'autre contrat devra continuer à être exécuté parce qu'il existe une clause de divisibilité qui crée une dépendance, une indépendance, entre ces deux contrats. Ben voilà une clause qui demain pourrait être réputée non écrite au fondement de l'article 170. Est-ce que cette clause finalement ne vient pas priver de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, puisque la disparition du premier contrat avec lequel il était inextricablement lié vient priver de tout intérêt ce deuxième contrat, et le maintenir en vie de manière totalement artificielle, eh bien ce serait éventuellement une hypothèse où la clause pourrait être réputée non écrite. Alors, je pourrais multiplier les exemples de ce type. Si on s'en 170, ça ne manque pas. On a plein d'autres hypothèses qu'on aura l'occasion de voir ensemble. Mais vous comprenez un peu l'idée. Je peux aller dans des choses beaucoup plus subtiles. Vous avez des clauses de garantie de passif, par exemple. Des clauses de garantie de passif, notamment environnementales, qui sont assez fréquentes, où le vendeur vend son terrain à 1 million d'euros et il a une clause de garantie de passif pour laquelle il n'y a pas de montant plafonné, ce qui est une erreur. Mais on a eu des contentieux où les personnes avaient oublié, mal conseillé, de plafonner le montant de ces garanties passives environnementales. Il s'avère que la dépollution, ou plutôt la réhabilitation ou la remise en état du terrain, coûte non pas 1 million d'euros qui était le prix de vente, mais 3 millions d'euros. Ce qui veut dire que non seulement le vendeur a récupéré 1 million d'euros, mais il va devoir rajouter 3 millions d'euros, ce qui fait qu'il a vendu un bien pour lequel il va payer 2 millions d'euros. C'est délirant. Auparavant, une cour d'appel a été amenée à statuer sur une affaire de ce type et avait considéré qu'on ne peut pas considérer qu'il y a absence de cause parce qu'au moment où le contrat a été conclu, il y avait bien une contrepartie et c'est après coup, justement, en raison de la dépollution, en tout cas de la pollution qu'on a découverte et la réhabilitation et le coût de la réhabilitation qui a été déterminé, qu'il y a eu disparition de la cause. Comme la cause s'apprécie au stade de la formation, ce qui en l'espèce est assez critiquable, parce qu'au moment de la conclusion du contrat, de toute manière, le terrain était déjà pollué, on n'avait simplement pas évalué le coût de réhabilitation, mais peu importe, elle a considéré que la cause existait au moment de la formation, et même si elle disparaît après, on ne peut pas s'en prévaloir. Donc c'est une règle classique en matière de cause à l'époque, simplement, aujourd'hui, on pourrait parfaitement, au fondement de l'article 170, dire qu'une telle clause de garantie de passif prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, puisqu'elle vient finalement ici vider le contrat de toute substance, puisqu'on oblige un vendeur, en raison de son caractère excessif, à verser 2 millions d'euros à l'acquéreur, ce qui est quelque chose qui est quand même très difficile à comprendre, avec un minimum de bon sens juridique, on comprend qu'une telle clause est excessive. Pourquoi pas? Demain, je n'en sais rien, mais demain, essayez de contester l'efficacité d'une telle clause en invoquant l'article 170 du Code civil. Donc vous le voyez, c'est une clause qu'il ne faut absolument pas négliger. On parle beaucoup des clauses abusives, on parle beaucoup de l'article 171 du Code civil, mais en réalité,
les instruments les plus efficaces sont ailleurs. Il y a cet article 1170, il y a l'article 1143 sur l'abus d'état de dépendance que j'ai évoqué avec vous. Voilà des articles qui, a priori, offriront plus d'opportunités aux contractants et à leurs conseils. Alors j'en ai fini avec cette question des clauses abusives dans le cadre du contenu du contrat, et je voudrais évoquer avec vous maintenant un autre élément qui se rattache au contenu du contrat. Même s'il n'y a pas énormément d'actualité sur le sujet, on m'avait posé la question la dernière fois, et je vais justement essayer de répondre à ces questions. Alors j'ai une question, si on a l'article 1170, quel est l'intérêt alors de l'article 1171 ? Merci pour cette question, Adnan Akadar. La réponse est simple, c'est que pour pouvoir obtenir qu'une clause soit réputée non écrite au fondement de l'article 1170, il faut quand même une clause radicale, une clause qui vienne vider le contrat de sa substance. Une clause qui, justement, comme le texte le dit, porte atteinte à la substance de l'obligation essentielle. Donc vous avez une coquille vide, ce qui n'est pas du tout le cas dans le cas de l'article 1171. Si vous êtes dans un contrat d'adhésion et que vous avez affaire à une clause non négociable, vous aurez peut-être plus de facilité avec l'article 1171 parce que vous aurez une clause qui crée un déséquilibre significatif sans pour autant vider le contrat de sa substance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en supprimant la clause au fondement de l'article 1171, vous allez maintenir le contrat qui a encore un intérêt, alors que dans l'hypothèse de 1170, généralement, cette clause-là, elle ne se contente pas de créer un déséquilibre significatif, elle vient vider le contrat de sa substance. Donc, il y a des champs d'application qui vont se chevaucher. Il est vrai qu'il y a des hypothèses où 1171 aurait pu être appliqué et on va appliquer 1170 parce qu'on n'a pas besoin de démontrer l'existence d'un contrat d'adhésion. Donc, il y a des hypothèses où il va y avoir un éventuel choix possible entre ces deux fondements et on choisira probablement, si on peut le faire, 1170 puisqu'il y a moins de choses à établir. Sauf qu'il y a ensuite des hypothèses qui sont totalement distinctes. Il y a des clauses qui créent un déséquilibre significatif sans pour autant vider de sa substance l'obligation essentielle du débiteur. Donc vous voyez, il y a quand même des champs qui sont exclusifs pour chacun des articles et toute une série d'hypothèses, effectivement, où on aura le choix et en fonction des éléments qu'on a entre les mains et des preuves qu'on a entre les mains, on choisira un fondement plutôt qu'un autre. Voilà pour répondre à votre question. Alors sur la question justement du contenu, je vais évoquer la question du prix. Puisque on a désormais des articles, en particulier 1163, 1164 et 1165 du Code civil, qui vont pour la plupart reprendre des éléments de la jurisprudence antérieure, mais en même temps avec quelques petites modifications. J'ai une question avant de continuer. Sandy Kish, 1170 aboutit à la nullité du contrat? Non, la clause est réputée non écrite. C'est la clause qui est réputée non écrite. Donc, on maintient le contrat et on supprime uniquement la clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle. Le plus souvent, dans les exemples que je vous ai donnés, ça va permettre, par exemple, d'étendre la garantie d'une assurance, puisque ayant limité la durée de la garantie à une certaine période, eh bien, si vous supprimez la clause, elle devra garantir la totalité de la période de responsabilité du sous-traitant. Si je prends une clause de divisibilité, si vous la supprimez, eh bien, désormais, dans l'ensemble contractuel, les contrats deviennent indivisibles et vous allez en tirer les conséquences pour l'anéantissement en cascade des contrats. Et ainsi de suite. Une clause imitative de responsabilité qui viendrait plafonner l'indemnisation, vous la supprimez par le biais de 970 si les conditions sont réunies, et de cette manière, eh bien, vous allez pouvoir être intégralement indemnisé. Alors la question s'était posée, je ne voulais pas citer, mais la question s'était posée à propos de l'article 1170 par la Cour d'appel. Je ne sais plus où c'était, mais enfin peu importe. Si, c'est la Cour d'appel de Paris le 27 juin 2019, où elle a été amenée justement à appliquer l'article 1170, où elle raisonne en termes de clauses qui porteraient atteinte à la substance de l'obligation essentielle, et elle a constaté en l'espèce qu'au regard des circonstances, la clause ne devait pas être réputée non écrite au fondement de l'article 1170, parce qu'elle ne privait pas de sa substance l'obligation essentielle du débiteur. Donc, vous voyez, c'est un mode de raisonnement qui est le même que pour n'importe quel type de clause supprimée. Elle est supprimée et elle permet au contrat de produire tous ses effets. Alors, sur le prix. Sur le prix, vous vous rappelez le système qui existait auparavant, et il faut vous le rappeler très brièvement, mais pour que vous puissiez comprendre ce qui a changé.
c'est qu'on considérait que la détermination du prix ou la déterminabilité, la détermination, c'est que vous êtes mis d'accord sur un prix et celui-ci a été fixé au moment de la formation. La déterminabilité signifie que la fixation du prix repose sur des éléments objectifs qui ne dépendent pas de l'une des parties et qui est susceptible d'être contrôlé par le juge. Et justement, dans cette hypothèse, c'était le cas où le prix serait fixé par un tiers impartial et désintéressé. Donc, dans ce genre d'hypothèse, le prix qui devait être déterminé ou déterminable, ça ne s'appliquait qu'à des cas spéciaux. Le contrat de vente, le contrat d'assurance, le contrat de travail, le contrat de bail. Donc, c'était des hypothèses exceptionnelles. Le principe, au contraire, c'est que le prix n'avait pas à être déterminé ou déterminable au moment de la formation. Par conséquent, on pouvait éventuellement fixer le prix après exécution, en cours d'exécution, ou confier à l'une des parties la possibilité de fixer unilatéralement ce prix. On pouvait le fixer a posteriori dans le mandat ou dans le contrat d'entreprise. Fixer une clause unilatérale pouvait prévoir la fixation du prix dans les contrats cadres ou contrats de distribution, contrats de concession. Donc voilà le principe. Pas besoin de déterminer le prix ou le rendre déterminable, sauf exception légale. Et puis sont intervenus ces articles 1163 et suivants du Code civil qui ont un peu changé la donne. La première, au sein de l'article 1163, est de dire que la prestation doit être déterminée ou déterminable au moment de la formation du contrat. En évoquant la prestation, la question s'est posée de savoir si cette prestation renvoyait à ce qu'on appelle la chose non monétaire, le bien ou la prestation, au sens de prestation de service, ou est-ce que prestation est le terme générique qui englobe également le prix. Et dans ce cas-là, ce n'est pas simplement la chose non monétaire qui doit être déterminée ou déterminable, mais également, à titre de principe, cette fois dans tous les contrats, le prix qui doit être également déterminé ou déterminable. Et il y a encore aujourd'hui une interprétation différente donnée de ces articles par la doctrine, une minorité d'auteurs, alors peu importe, c'est purement quantitatif de dire minorité, pas qu'ils ont tort ou raison, mais ils sont moins nombreux à soutenir que prestation renvoie uniquement à la chose non monétaire, mais que le prix, lui, n'a pas à être déterminé ou déterminable dans les contrats. En revanche, et j'en fais partie, une majorité d'auteurs, au contraire, considèrent que le mot prestation, et quand on regarde les travaux préparatoires, il n'y a aucun doute, le mot prestation renvoie à la chose non monétaire, le bien, la prestation de service, mais également à la chose monétaire, c'est-à-dire le prix. Et d'ailleurs, il y a un argument logique, puisque si l'article 1163 ne posait pas un tel principe de détermination de déterminabilité pour le prix, on ne comprendrait pas l'intérêt de l'article 1164 et de l'article 1165 qui prévoient des exceptions et qui permettent dans certains cas de déroger à cette exigence de détermination, de déterminabilité. Donc pour la compréhension et la cohérence de ces articles, on ne voit pas comment on pourrait interpréter l'article 1163 autrement que par l'idée que prestation renvoie à la fois au prix et à la chose ou prestation de service. Donc à partir de là, ça signifie que désormais, dans tous les contrats, la prestation, notamment le prix, doit être déterminée ou déterminable à peine de nullité. Nullité qui serait une nullité relative dans cette hypothèse, puisqu'il s'agit de protéger un intérêt particulier. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Mais ce principe-là n'est pas une révolution, on va le voir, parce que les exceptions qui figurent à l'article 1164 et 1165 sont relativement larges et permettent, dans la plupart des cas, vous allez voir, de continuer à ne pas déterminer le prix au moment de la formation. Mais j'y reviendrai dans un deuxième temps. D'abord, sur la question du prix déterminé ou déterminable dans les contrats. Il faut faire attention, il y a un certain nombre d'hypothèses où les clauses relatives au prix ne concernent pas toutes la détermination du prix. Et ce n'est pas parce que certains éléments qui se rattachent au prix font défaut à un moment donné qu'il faut considérer que le prix n'est pas déterminé ou déterminable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut distinguer la clause qui porte sur la détermination du prix, et qui est une condition de validité, et des clauses qui peuvent se rapporter à des modalités de paiement de ce prix. Et ce n'est pas parce qu'il y aurait un problème sur les modalités de paiement que cela a pour conséquence de remettre en cause la détermination ou la déterminabilité du prix, entraînant alors la nullité.
Et vous allez voir qu'il y a deux arrêts récents, en tout cas relativement récents, qui permettent de comprendre l'intérêt qu'il y a à distinguer les deux et à ne pas confondre les deux. Notamment un premier arrêt de la troisième chambre civile du 7 juin 2018. Dans cette hypothèse, vous avez une personne qui est débiteur envers une autre, en vertu d'une clause de garantie de passif, donc il doit de l'argent à cette personne, et ce débiteur, qui est également propriétaire d'un bien, va donc vendre un bien à cet acquéreur et prévoit dans l'acte de vente, donc il fixe un prix, et il prévoit une compensation entre le prix que devrait lui payer l'acquéreur et la dette que le vendeur est censé devoir à l'acquéreur. Donc vous voyez, c'est assez simple à comprendre. J'ai un prix qui est déterminé, je prévois une modalité finalement de paiement qui est la compensation entre ce que le vendeur doit à l'acquéreur et ce que l'acquéreur doit au vendeur. Sauf qu'il s'avère par la suite que le vendeur découvre qu'il n'est pas en réalité débiteur de l'acquéreur, qu'il ne lui doit rien, que ce n'est pas son créancier. Et à partir de là, eh bien l'acquéreur se dit bah oui, mais pour moi les conditions sont différentes parce que je pensais être créancier et donc je ne devais pas payer la totalité du prix puisque par compensation je n'avais qu'à payer une partie du prix. Maintenant, vous me dites que je ne suis plus le créancier, donc la compensation ne peut pas s'opérer. Pour moi, il y a désormais indétermination du prix et il invoque l'anéantissement du contrat, on devrait dire la disparition d'un élément essentiel qui est la détermination du prix, donc la caducité du contrat. Sauf que la Cour de cassation, dans une formule assez incisive et efficace, précise que il n'y a pas de problème ici de détermination du prix. Le prix est déterminé. Le prix a bien été fixé entre les parties. La valeur du bien immobilier a bien fait l'objet d'un accord entre les parties. Ce n'est que la modalité de paiement, la compensation entre une dette préexistante et le prix qui n'est plus possible. Mais cela relève uniquement d'une modalité. Alors il y a d'autres moyens dans ce cas-là à faire valoir, mais en aucun cas on ne peut ici demander la nullité pour indétermination du prix ou plutôt la caducité, ce qui n'a pas été demandé en l'espèce, mais en tout cas peu importe, il ne peut pas y avoir anéantissement du contrat. Le prix est bien déterminé dans l'hypothèse que je viens de vous exposer. Et vous voyez bien la différence entre une question de détermination ou de déterminabilité du prix et la fixation de simples modalités. Maintenant, il est toujours possible, et ça c'est ce qui est envisagé par les rédacteurs, on peut parfaitement, si les parties y attachent une importance particulière, faire de cette modalité un élément essentiel. Je peux par une clause essentialiser cette modalité et dire que si la compensation n'est pas envisageable, dès lors que pour moi ce mode de paiement est déterminant, eh bien on doit prononcer la caducité du contrat. On peut parfaitement le dire, mais simplement dans l'affaire, ça n'avait pas été formulé de cette manière. Dans une autre affaire du 3 mai 2018, la troisième chambre civile raisonne un peu de la même façon. Là, c'était encore un cas de vente d'un bien immobilier avec toute une série de montants différents qui permettaient d'y voir, en tout cas juridiquement, une dation au paiement. Or, en raison de l'imprécision des termes, la dation au paiement n'a pas pu produire ses effets, n'a pas pu être réalisée. Et encore une fois, l'une des parties va tenter d'obtenir la nullité du contrat pour indétermination du prix. Et de nouveau, la Cour de cassation précise que la dation en paiement n'est qu'une modalité dont les éléments étaient ici insuffisants pour pouvoir produire ses effets. En revanche, le prix, lui, était parfaitement déterminé ou déterminable, et donc la nullité, c'était ce qui était demandé en tout cas ici, ne pouvait pas être prononcée. Donc vous voyez, à travers ces quelques exemples, il faut bien distinguer dans un acte, lorsque vous avez une clause relative au prix, ce qui relève de la détermination du prix et ce qui relève de simples modalités qui ne remettent pas en cause la pleine validité, pleine efficacité du contrat. Alors, si je prends maintenant les deux exceptions, vous l'avez bien compris, désormais, au regard du droit nouveau des contrats, l'article 1163 fait de la détermination du prix, c'est l'interprétation qui prévaut en tout cas aujourd'hui, de la détermination de la déterminabilité du prix, eh bien, un principe. Mais il y a des cas, il y a des exceptions, où le prix n'a pas à être déterminé ou déterminable au stade de la formation, sans pour autant remettre en cause la validité du contrat. Première exception, c'est celle qui figure à l'article 1164 du Code civil. Mais l'article 1164 du Code civil se limite à une hypothèse. D'abord, il vise les contrats cadres. Et il nous explique que dans les contrats cadres, une clause peut prévoir la fixation unilatérale du prix.
Alors déjà, on remarquera que cette clause de fixation unilatérale du prix, autrefois, elle était admise bien au-delà des seuls contrats cadres. Dans de nombreux contrats, notamment des contrats de distribution, des contrats de franchisage, des contrats de concession, des contrats de distribution, quels qu'ils soient, eh bien, il y avait la possibilité d'introduire une clause et dans laquelle on fixait unilatéralement le prix. Là, désormais, on vise les contrats cadres. Alors, quand vous prenez la définition des contrats cadres qui figurent désormais dans les dispositions liminaires du Code civil, l'idée d'un contrat cadre, même en pratique, sans insister trop sur cette définition, c'est on a un contrat qui va servir finalement de socle commun à de futurs contrats d'application. Dans ce contrat cadre, vous avez toute une série de clauses qui viennent organiser finalement la bonne exécution des différents contrats d'application. Vous avez des clauses d'exclusivité, des clauses limitatives de responsabilité, des clauses pénales, des clauses prévoyant un certain nombre de modalités, notamment une clause de fixation unilatérale du prix. Les exemples les plus fréquents, c'était les contrats de pompistes de marque entre une compagnie pétrolière et des pompistes indépendants. Il y avait des contrats cadres avec ce type de clause de fixation unilatérale du prix, puisqu'on prévoyait que le prix de l'essence serait fixé unilatéralement au moment de la livraison par la compagnie pétrolière, en raison de la volatilité justement des prix du pétrole. On pouvait comprendre l'intérêt et l'utilité d'une telle clause de fixation unilatérale. On a la même chose dans les contrats avec les brasseries pour la livraison de bière. Donc vous avez les contrats cadres. Ce contrat cadre est un contrat qui est très développé aujourd'hui dans le monde commercial, dans le monde des affaires. Alors, donc le champ d'application est plus restreint qu'auparavant. On précise qu'il faut une clause de fixation unilatérale. Là aussi, c'est plus restreint qu'auparavant. Auparavant, il y avait un débat sur le fait de savoir s'il fallait véritablement une clause. Est-ce que le fait que rien ne soit dit sur le prix et que l'une des parties prenne l'initiative au moment de la livraison de fixer unilatéralement ce prix, est-ce que ce n'était pas valable? Auparavant, on pouvait le penser. En tout cas, il y avait certaines interprétations en ce sens. Désormais, ce n'est plus possible, puisque l'article 164 le dit clairement. Quand on a un contrat cadre, il faut une clause prévoyant la fixation unilatérale. Alors à partir de là, lorsqu'il y a une fixation unilatérale, il y a un certain nombre de conditions qui ont été posées par la loi qui n'existaient pas auparavant dans la jurisprudence. La première d'entre elles, c'est une obligation de motiver en cas de contestation cette fixation du prix. Donc je fixe unilatéralement un prix, mais j'ai une obligation en contrepartie. Il m'incombe, pour utiliser le bon terme, eh bien de motiver ce prix qui a été fixé unilatéralement en cas de contestation. Et puis, l'article continue en expliquant que s'il y a une fixation abusive du prix, alors il y aura des dommages à intérêt et ou résolution. Donc, première chose, la fixation abusive, ce n'est pas le prix qui est abusif. D'accord ? Ce n'est pas le prix qui est excessif. C'est la manière de fixer ce prix qui est abusive. Donc, c'est la fixation abusive qui pourrait être sanctionnée. Alors, quels sont les éléments qu'on peut prendre en considération? Quand on regarde la position de la doctrine et les décisions qui ont été rendues en la matière, généralement, ça tourne autour des éléments suivants. D'abord, on va vérifier s'il y avait une véritable liberté de négociation. C'est-à-dire que si on est dans un contrat où il y a une clause d'exclusivité et où il n'est pas possible donc de choisir le partenaire et où on se retrouve finalement contraint d'accepter un prix qui a été fixé unilatéralement parce qu'il n'y a pas cette liberté de choix du partenaire, voilà un indice qui pourrait être retenu si le montant est en plus excessif, mais c'est pas ça qui est important, eh bien pour établir que la fixation est abusive. Également, autre élément qu'on prend en considération, c'est la différence de traitement entre les partenaires. C'est-à-dire que si je suis pompiste de marque et que on me vend l'essence à 1 euro le litre, donc la compagnie pétrolière me le vend à 1 euro, un autre pompiste de marque qui se trouve à 3 km de distance, exactement avec un contrat qui comprend exactement les mêmes clauses et à qui on vend l'essence à 90 centimes d'euros, bien entendu, lui aura plus de marge sur le prix, en tout cas pourra faire concurrence au premier, et la différence de traitement n'étant pas justifiée par des éléments objectifs, voilà un élément, cette différence de traitement des partenaires qui sont pourtant dans la même situation, voilà un argument qui pourrait être invoqué pour justifier l'existence d'une fixation abusive. On peut éventuellement, même si les décisions ne sont pas très claires, on peut prendre en considération les conséquences excessives de la fixation abusive d'un prix sur l'avenir d'une entreprise. Si à terme, la fixation de ce prix pourrait entraîner la faillite de cette entreprise, eh bien voilà un élément économique qui pourrait être pris en considération pour caractériser la fixation
abusive du prix. Donc, vous voyez, un faisceau d'indices, un ensemble d'éléments qui permettent d'en déduire le caractère abusif, non pas du prix, mais de la manière dont le prix a été fixé. Alors, voilà pour cette hypothèse du contrat cadre. On arrive à la deuxième exception, qui est l'article 1165 du Code civil. Et cet article 1165 est très intéressant, puisqu'il vise d'abord les contrats de prestation de services. Les contrats de prestation, et il explique que dans les contrats de prestation de services, eh bien, le créancier peut fixer unilatéralement le prix, et en cas de contestation, il y a encore une obligation de motivation, et dans l'hypothèse où il y a une fixation abusive, il y a dommage et intérêt et ou résolution. La loi de ratification a apporté ce complément pour qu'il y ait une véritable identité de sanctions avec l'article 1164. Alors revenons sur le champ d'application, et c'est là justement qu'il y a débat aujourd'hui. On parle des contrats de prestation. Dans ces contrats de prestation, il y a deux manières d'interpréter ce texte. Et on ne peut pas se fier en réalité aux travaux préparatoires. Les travaux préparatoires de la loi de ratification ne sont pas très clairs. La position du rapport qui a été remis à la suite de l'ordonnance du 10 février 2016 n'est pas beaucoup plus déterminant pour ce qui est de ce rapport. Et on se retrouve avec deux interprétations possibles. La première, elle est restrictive. Le contrat de prestation de service, c'est le contrat d'entreprise. Le contrat d'entreprise et les contrats qui peuvent être assimilés, c'est-à-dire contrat d'entreprise et mandat. Alors oui, dans le contrat d'entreprise et dans le mandat, eh bien, le créancier pourrait être amené à fixer unilatéralement le prix. Et donc, le prix n'a pas à être déterminé ou déterminable. On peut le fixer en cours d'exécution ou après exécution. Et finalement, c'est ce qui existe déjà aujourd'hui avec le contrat de mandat et le contrat d'entreprise. Et dans ce cas-là, on aurait tout de même un grand nombre d'hypothèses dans lesquelles le prix n'est pas une condition de validité, mais on a une conception du contrat de prestation de service ici qui est restrictive, c'est le contrat d'entreprise qui aurait été visé par le texte. Mais il y a une autre interprétation possible, tout aussi pertinente que la première, et il faut pour l'instant se contenter de ces deux interprétations. C'est considérer qu'à partir du moment où on s'est référé au contrat de prestation de service, c'est en s'inspirant du droit européen. Or, le droit européen ne connaît que deux catégories de contrats, les contrats de prestation de service et les contrats qui opèrent un transfert de propriété. Ce qui voudrait donc dire que le contrat de prestation de service serait une catégorie très large qui recouvre certes le contrat d'entreprise, le contrat de mandat, mais également le contrat de bail, le contrat de prêt, et tous les contrats en réalité dans lesquels il n'y a pas un transfert de propriété entreraient dans cette catégorie très large du contrat de prestation de service. Et alors là finalement, on voit bien que si c'est cette interprétation qui l'emporte demain, eh bien on voit bien que l'article 1163 finalement a une portée limitée. Certes, le principe c'est que le prix doit être déterminé ou déterminable, mais quand on regarde l'article 1165 qui nous explique que en dehors des contrats opérant un transfert de propriété, contrat de vente ou d'échange par exemple, tous les autres contrats peuvent être assimilés à un contrat de prestation de service, et donc dans tous les autres contrats, le prix n'a pas à être déterminé ou déterminable. Bon, en théorie, on a inversé le principe et l'exception, mais au regard du champ d'application très large de l'article 1165, on voit bien que ça ne va pas changer grand-chose en pratique. Alors, il y a un dernier point au regard de l'article 1165 qui, là aussi, partage la doctrine, et on attend avec beaucoup d'intérêt les premiers arrêts sur cette question. Vous savez qu'en matière d'honoraires, en dehors des cas spéciaux où vous avez un texte, comme pour les avocats, mais prenons le cas, par exemple, des généalogistes ou de tout autre prestataire de ce type, les parties peuvent se mettre d'accord sur un prix dans un contrat qui est un contrat aléatoire, disons. Ils peuvent se mettre d'accord sur un prix, et puis il s'avère a posteriori eh bien, que le prix sur lequel ils se sont mis d'accord est manifestement excessif par rapport au service rendu. C'est la question justement de la jurisprudence sur les honoraires excessifs. Lorsque les honoraires sont excessifs par rapport au service effectivement rendu, est-ce qu'il est possible d'obtenir une révision de ces honoraires ? Et on l'avait admis par le passé. Par le passé, il était admis que si on se met d'accord au moment de la formation sur un pourcentage, et il s'avère que en l'espace d'une semaine, eh bien, la prestation a été réalisée, vous avez trouvé la personne qui était recherchée, par exemple, dans un contrat de généalogiste, eh bien, il s'avère que le montant est disproportionné, manifestement disproportionné par rapport au service rendu. Est-ce que vous pouvez obtenir dans ce cas-là une révision ? La jurisprudence l'avait admis. Elle considérait que lorsqu'on se met d'accord sur des honoraires et qu'a posteriori,
il s'avère que ces honoraires sont excessifs par rapport au service rendu, il y avait une révision possible des honoraires. Certains considèrent qu'avec l'article 1165 du Code civil, cette jurisprudence n'existe plus. Elle ne peut plus être envisagée, puisque le texte nous dit bien maintenant que la seule sanction possible, c'est d'établir une fixation abusive, et que cette fixation abusive donnera lieu soit à des dommages et intérêts, ce qui n'est pas la même chose que la révision, c'est moins intéressant, soit à la résolution du contrat. Sauf que je ne suis pas certain de cette interprétation, parce que le cas de figure n'est pas du tout le même. Dans l'article 1165 du Code civil, aucune des parties ne s'est mis d'accord sur le prix. Il n'y a pas de prix au moment de la formation dans l'article 1165. C'est le créancier qui fixe unilatéralement le prix en cours d'exécution ou après exécution, et en cas de fixation abusive, il y a dommage à intérêt ou résolution. Mais dans l'hypothèse des honoraires, l'hypothèse que je vous ai exposée, les parties se sont mises d'accord sur un prix. Elles sont d'accord sur un prix. Mais il s'avère, après exécution, que ce prix est manifestement excessif par rapport au service rendu, ce qui justifie la révision des honoraires excessifs. Donc on est dans un cas de figure qui n'a strictement rien à voir avec l'article 1165. Et j'ai du mal à comprendre comment cet article 1165 pourrait remettre en cause la jurisprudence qui existait auparavant et qui devrait encore exister aujourd'hui sur la révision des honoraires excessifs. En tout cas, c'est l'interprétation que je livre, qui est livrée par d'autres auteurs également. Peut-être n'est-elle pas la bonne, mais en tout cas, elle me semble beaucoup plus pertinente que celle qui consiste à dire que 1165 prohiberait désormais la révision des honoraires excessifs. Alors voilà pour cette question du prix. Juste pour vous dire que en pratique, en réalité, et dans un cas pratique, tout ce que je viens de voir avec vous pourrait être sollicité avec un cas pratique très court de 4 ou 5 lignes. Ou éventuellement, dans des vrais dossiers, vous allez voir que les faits qui pourraient justifier l'application des différents articles sont souvent des faits assez similaires. Si on prend un partenaire commercial qui rencontre des difficultés face à un autre partenaire qui ne veut pas faire d'efforts pour lui faciliter la tâche, eh bien, c'est très souvent en raison de certaines clauses, en raison d'un contrat qui devient manifestement déséquilibré, et en la matière, il faut essayer d'envisager plusieurs fondements, même si tous n'ont pas les mêmes chances d'aboutir. Je prends, par rapport au fait que je viens de vous exposer, l'article 1104 sur la bonne foi, essayez de voir dans quelle mesure on pourrait parfois considérer qu'il y a une prérogative contractuelle qui a été exercée de manière abusive. On a l'article 1143 sur l'abus d'état de dépendance. On a l'article 1195 sur l'imprévision, et j'y reviendrai, je consacrerai probablement mercredi une séance entière sur force majeure et imprévision, notamment avec l'illustration du Covid-19, donc du coronavirus, pour essayer de voir comment, avec l'ordonnance qui se prépare justement et qui va suspendre la totalité des délais, vous allez voir, et ça va rassurer toutes les professions, puisque tous les délais en cours, délais de réflexion, de rétractation, de déchéance, de recours, tout cela va être suspendu à partir du 12 mars jusqu'à un mois qui suit la fin de la situation d'urgence. Donc tout ça va rassurer un certain nombre de professionnels qui se demandent comment fait-on pour les délais qui ont déjà commencé à courir et pour les contrats qui arriveraient à terme à une certaine période ou certaines clauses qui doivent être invoquées avant une certaine échéance. Eh bien, justement, tout ça va être pris en considération par l'ordonnance qui suspendra l'ensemble de ces délais. 1195 pourrait être invoqué, 1170 clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, 1171 sur les clauses abusives dans les contrats d'adhésion, 1164 pour la fixation abusive dans les contrats cadres, ou 1165 pour les contrats de prestation de service, la fixation abusive. Vous voyez, toutes ces hypothèses-là, eh bien, elles peuvent éventuellement être sollicitées dans un vrai dossier ou dans un cas pratique lors d'un examen, et bien entendu, certaines ont plus de chances d'aboutir que d'autres, et on attendra de vous à la fin, en conclusion, que vous expliquiez quel est le fondement qui a le plus de chances d'aboutir. Voilà pour le contenu du contrat. J'aurais pu évoquer d'autres choses encore, mais je vais aller à l'essentiel pour bien insister sur l'actualité. Je voudrais maintenant évoquer avec vous la question des sanctions. Et en matière de sanctions, il y a plusieurs sanctions classiques que sont la nullité, la caducité, et notamment j'évoquerai un arrêt en particulier qui porte sur la prescription et la question du délai butoir. Vous allez voir, c'est un arrêt qui est rendu par la Chambre sociale, mais qui a des répercussions sur l'ensemble du droit civil, aussi bien droit de la famille que droit des obligations. Donc c'est un arrêt qui est particulièrement intéressant. Avant cela, sur les sanctions, on rappelle la règle, c'est que en matière de nullité,
on a la consécration au sein du Code civil de la nullité intégrale et de la nullité partielle. On distingue clairement la nullité partielle de la clause réputée non écrite, j'ai déjà vu avec vous. On a également une distinction entre nullité absolue et nullité relative en consacrant ce qu'on a appelé la théorie du droit de critique de René Jappiot et de Godmet, c'est-à-dire l'idée que en fonction de la finalité de la règle violée, la nullité est absolue ou relative. Si la finalité de la règle violée est l'intérêt général, la nullité est absolue. Si la finalité de la règle violée était de protéger l'intérêt particulier, la nullité est relative. Pour illustration, mais juste pour illustration, parce que il n'y a rien de très original au regard de cette théorie de droit de critique, un arrêt de la Chambre commerciale du 23 octobre 2019 à propos d'un représentant d'une société qui avait conclu un contrat alors que les statuts prévoyaient que pour la conclusion de tel contrat, il fallait une autorisation préalable d'un organe de la société. N'ayant pas obtenu cette autorisation préalable, eh bien, elle n'a pas pu manifester, s'exprimer au nom de la société. Il y avait donc absence de consentement. La question qui s'était posée, c'était de savoir quelle était la nullité qu'on pouvait être prononcée. Est-ce la nullité absolue ou la nullité relative? L'absence de consentement, si vous appliquez la théorie du droit de critique, est là pour protéger un intérêt particulier. La nullité doit donc être relative. En revanche, si vous appliquez une autre théorie qu'on a pu appliquer par le passé, qui est la théorie de l'acte pathologique, considérer qu'il y a des vices très graves qui remettent en cause l'existence même de l'acte, et pas simplement un acte malade, mais un acte mort-né, tel que l'absence de consentement, eh bien la nullité devait être absolue. Comme ce n'est plus cette théorie du droit de critique, cette théorie de l'acte pathologique qui est retenue, mais la théorie du droit de critique, eh bien, c'est cette théorie qui l'a emporté dans cet arrêt. On a considéré que c'était une nullité relative, parce que c'est un intérêt particulier qui est protégé, et non pas une nullité absolue, parce que ce n'est pas l'intérêt général, et ce n'est pas la théorie de l'acte pathologique que l'on pouvait appliquer en l'espèce. Alors c'est important parce que la nullité relative absolue, le délai est désormais le même, mais il y a toujours cette idée de confirmation qui n'est pas possible dans une nullité absolue et qui est parfaitement envisageable dans la nullité relative. Il y a aussi dans la nullité absolue la possibilité pour tout intéressé de faire valoir cette nullité, alors que dans la nullité relative, seule la personne que la loi entendait protéger peut se prévaloir de cette nullité. Voilà l'intérêt de la distinction, et cet arrêt de la Chambre commerciale du 23 octobre 2019 est une illustration justement de cette théorie du droit de critique qui est désormais consacrée. Pour ce qui est de la caducité, alors on a l'article 1186 du Code civil sur cette question et qui vous explique dans l'alinéa premier qu'il y a désormais une caducité possible si un élément essentiel qui existait au moment de la formation disparaît en cours d'exécution. Pour faire simple, imaginez que vous ayez un prix avec une clause d'indexation et imaginez que l'indice de cette indexation disparaisse et qu'il n'y a pas d'indice qu'on puisse substituer à celui-ci. Dans ce cas-là, le prix devient indéterminable là où il était déterminé et déterminable. Eh bien, la disparition de cet élément essentiel justifie la caducité du contrat. Alors, je vais évoquer avec vous, justement à propos de la caducité, un cas un peu particulier qui est celui de la caducité dans les ensembles contractuels. Donc, l'hypothèse est assez simple à comprendre et je m'arrêterai là pour aujourd'hui et on reprendra mercredi sur ces questions de prescription. Et sur la caducité, l'hypothèse est assez simple, c'est que vous avez, je reprends cet exemple qui a fait l'objet d'un contentieux abondant et encore aujourd'hui, on l'avait vu ensemble, vous avez un propriétaire d'une pharmacie qui va être approché par une société prestataire de services qui voudrait diffuser justement de la publicité au sein de l'officine et pour cela, il faut du matériel vidéo. Et donc, on invite le pharmacien à conclure un contrat soit de location financière sans option d'achat, soit un contrat de crédit bail avec une option d'achat avec une société de crédit bail, et c'est la location de ce matériel qui va permettre de diffuser les images. Maintenant, imaginez que la prestation de service ne puisse plus être fournie, puisque la société a fait faillite, je vais répondre à vos questions juste après, que la société a fait faillite, et par conséquent, le pharmacien se retrouve avec du matériel vidéo qui pour lui n'a plus aucun intérêt. N'étant pas juriste, il veut restituer ce matériel, mais la société de crédit bail lui dit non, non, vous avez un contrat de 3 ans, il reste encore 2 ans de loyer, vous payez l'intégralité des loyers. Et c'est là que la question s'est posée de savoir si l'anéantissement du contrat de prestation de service devait entraîner anéantissement, caducité, pour utiliser le bon terme, caducité du contrat de location financière ou du crédit bail. Alors la Cour de cassation a d'abord considéré qu'il fallait supprimer les clauses qui prévoyaient le contraire, c'est-à-dire des clauses de divisibilité qui voudraient considérer comme divisibles des contrats qui apparemment sont indivisibles.
Et une fois qu'elle a supprimé cette clause de divisibilité, ce que vous pourriez faire aujourd'hui au fondement de l'article 170 du Code civil, eh bien, elle considérait qu'au regard des éléments qui ont été appréciés in concreto, on peut objectivement considérer qu'il y a une indivisibilité entre les contrats et la disparition du contrat de prestation de service entraîne caducité du contrat de diffusion d'images. Donc ça, c'est ce que la Cour de cassation avait consacré définitivement dans les arrêts de chambre mixte du 17 mai 2013. Et par la suite, la Cour de cassation est venue compléter, préciser sa jurisprudence. D'abord, la première question qui s'était posée était de savoir si on pouvait raisonner en termes d'anéantissement en cascade dans les deux sens. C'est-à-dire dans l'hypothèse où c'est le contrat de crédit-bail qui prend fin et non pas le contrat de prestation de service. Dans ce cas-là, la Cour de cassation vous a précisé, notamment dans un arrêt de la Chambre commerciale du 12 juillet 2017, que peu importe le contrat qui disparaît, que ce soit le contrat de prestation de service ou le contrat de location financière, identissement en cascade. Une raison très simple, c'est qu'on considère qu'il n'y a pas de rapport de contrat principal à accessoire. Effectivement, si le contrat de location financière était considéré comme l'accessoire, eh bien, il ne devrait avoir aucun effet sur le contrat principal de prestation. Mais ce sont des contrats principaux, tous autant qu'ils sont, et donc la disparition de l'un ou de l'autre entraîne anéantissement en cascade. Maintenant, on s'est également posé la question de savoir si la rupture est à l'initiative justement du pharmacien dans mon exemple, qui met fin au contrat de prestation de service, alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire, et il y met fin. Est-ce que ça entraîne anéantissement en cascade du contrat de location financière? On aurait pu en douter en disant là, dans ce cas-là, c'est son choix, il en supporte les conséquences. Eh bien non, là encore, on nous dit qu'il y a anéantissement en cascade des contrats. En revanche, on précise que si c'est une rupture qui est fautive et qui a causé un dommage, il devra réparer les conséquences dommageables. Donc, voilà comment on a trouvé une situation d'équilibre entre les deux. Autre interrogation, c'est à propos de, cette fois, le contrat de crédit-bail et les contrats de vente. Donc c'est le crédit-bail immobilier ou crédit-bail immobilier, c'est une autre hypothèse un peu particulière, parce que là, c'est un contrat de crédit-bail pour la location de vidéos et la diffusion de publicité, mais il y a une autre hypothèse plus ancienne qui avait déjà fait l'objet d'un arrêt de chambre mixte en 1990, qui était l'hypothèse, par exemple, d'un contrat de vente. Je vends un véhicule, je suis fabricant, je vends un véhicule à une société de crédit-bail, et la société de crédit-bail va conclure un contrat de crédit-bail avec l'acheteur du véhicule. Donc ce contrat de crédit-bail est en fait un contrat de bail où l'acquéreur va payer des loyers, et avec une option d'achat, donc une promesse unilatérale de vente qui a été conclue par la société de crédit-bail, et donc à tout moment, l'acquéreur, le preneur, peut arrêter de payer le loyer, lever l'option et devenir propriétaire en payant le reliquat du prix, c'est-à-dire le prix, la valeur du bien, moins les loyers qu'il a déjà payés. Mais dans l'hypothèse en pratique, il y avait des cas où il y avait un vice de fabrication, et donc la vente entre le fabricant et le société de crédit-bail était anéantie, et on se demandait quel était le sort du contrat de crédit-bail qui avait été conclu avec l'acquéreur et la société de crédit-bail. Et sur ce point, la jurisprudence, depuis cet arrêt du 21 novembre 90, nous disait, mais on est dans une hypothèse de résiliation du contrat. Et la résiliation du contrat, en raison des clauses de non-recours et de non-restitution qu'il y avait dans le contrat de crédit-bail avec l'acquéreur, eh bien, l'acquéreur, n'avait plus à payer les loyers futurs, mais ne pouvait pas obtenir la restitution des loyers payés par le passé. Et c'est justement ce que remet en cause la Cour de cassation aujourd'hui avec un arrêt de chambre mixte du 13 avril 2018, dans lequel, de manière maladroite, elle dit que le contrat de crédit-bail est l'accessoire du contrat de vente. En réalité, ce sont deux contrats principaux. On pourrait même dire que le contrat de crédit-bail est le contrat principal et que la vente n'est que l'accessoire. Mais cette première qualification est maladroite. En revanche, elle ne parle plus de résiliation, mais de caducité, ce qui est une bonne chose, parce qu'il n'y a pas inexécution d'une obligation. Finalement, si le contrat de crédit-bail disparaît, c'est parce que la vente disparaît, donc l'objet même de ce contrat de crédit-bail disparaît, donc il y a caducité. Et elle ajoute qu'il devra y avoir, puisque la caducité prend effet au jour de la résolution du contrat de vente, donc il devra y avoir restitution des loyers qui ont été payés et que toute clause contraire, pour faire simple, est prohibée. Voilà un arrêt très important qui va enfin rétablir une certaine justice au sein de ces contrats de crédit-bail, où celui qui supportait tous les risques était l'acquéreur et la société de crédit-bail ne supportait aucun risque. De cette manière, maintenant, il y aura restitution des loyers qui ont été payés et impossibilité de prévoir le contraire par une clause contractuelle.
Voilà pour les questions de caducité. Je vous donne simplement la date de l'arrêt que nous verrons la prochaine fois, qui est un arrêt de la Chambre sociale du 3 avril 2019 et qui porte sur la combinaison du délai de prescription de 5 ans, 2224 par exemple, et du délai butoir de 20 ans, 2232. Imaginez, puisque le 2224 nous dit que le délai de 5 ans ne commence à courir que du jour où on a connaissance, où on aurait eu connaissance de son droit à agir, et imaginez qu'on ait connaissance de ce droit à agir 22 ans plus tard. Est-ce que je dois considérer que je peux encore agir en justice parce que je n'ai pas eu connaissance de mon droit et donc le délai de 5 ans n'a pas commencé à courir? Ou est-ce que je considère qu'au-delà de 20 ans du jour de la naissance du droit, donc du contrat qui a été conclu par exemple, au-delà de 20 ans, eh bien, le délai butoir agit comme un coup près et il n'est plus possible au-delà de 20 ans de se prévaloir d'une action en nullité, quand bien même on n'avait pas eu connaissance de son droit d'agir avant ces 20 ans. C'est la combinaison de ce délai de prescription avec un point de départ glissant et du délai butoir de 20 ans qui figure désormais à l'article 2232, que nous verrons ensemble la prochaine fois, puisqu'il a été justement, cette question s'est posée dans une affaire de retraite et traitée par la Chambre sociale, mais le principe qui est posé va bien au-delà et fait écho à un arrêt plus ancien du 24 janvier 2006 en matière de renonciation à une succession, alors qu'il y avait un recel successoral, et on a découvert cela 32 ans plus tard, au-delà des 30 ans à l'époque, qui était considéré au sein de l'article 2232 du Code civil comme un délai de droit commun. Et vous allez voir que cette question très pratique, très technique, qui est assez rare, eh bien comment elle a été traitée ici, comment on combine un délai de prescription et un délai butoir de 20 ans. C'est l'un des premiers arrêts qui a été rendu sur cette question. Mais, puisque c'est toujours très dense, et que je dis beaucoup de choses, et que je parle très vite, je vais arrêter pour aujourd'hui, pour vous laisser le temps de digérer tout cela, et je vais juste répondre à la question qui a été posée, nullité relative absolue. Parfois, la finalité n'est pas facile à déterminer, comment faire? Il est vrai qu'il y a des hypothèses où il y a à la fois un intérêt général et un intérêt particulier. Le plus souvent, tout de même, on arrive à identifier l'intérêt premier qui est défendu, qui est l'intérêt particulier, même si derrière, il y a aussi une question d'intérêt général. Prenons par exemple les règles d'ordre public de protection. On ne peut pas dire que ça concerne qu'un intérêt particulier. L'intérêt général est également concerné parce que ça relève de l'ordre public. Néanmoins, on protège avant tout un intérêt particulier dans l'intérêt général. Donc, il faudra toujours identifier l'intérêt prépondérant, et l'intérêt prépondérant est généralement en droit des contrats assez facile tout de même à déterminer. Voilà comment on pourra opérer pour répondre à votre question. Eh bien, je vous souhaite une belle journée de confinement. Je vous remercie de votre attention. Je réponds à une dernière question. Donc, location financière et crédit bail, même combat aujourd'hui. Oui, puisque la différence qui existe entre les deux, même si elle n'est pas toujours très nette dans les contrats, même si elle n'est pas toujours très nette dans les décisions de justice, la différence, elle réside dans l'existence ou non d'une option d'achat. Généralement, la location financière, il n'y a pas d'option d'achat. Dans le crédit bail, il y a cette option d'achat qui se traduit juridiquement, généralement, par une promesse unilatérale de vente doublée d'un contrat de bail. Voilà pour répondre à votre question. Et oui, même combat aujourd'hui, l'INAF, pour répondre à votre interrogation. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Et comme toujours, protégez-vous et protégez les vôtres. Et en même temps, restez chez vous pour protéger tous les autres qui sont plus vulnérables que vous. Merci beaucoup et à mercredi. Au revoir.